Cette semaine, plongée dans une sélection des annonces AWS de cette fin octobre 2025, au programme des nouvelles capacités d'IA avec Amazon Nova Web Grounding et Nova Multimodal Embeddings. Je vous explique tout ça dans une seconde, décrochez pas déjà maintenant. Lambda augmente sa limite de payload x4 quand même, je vous explique dans quel contexte. Et puis des avancées en matière de durabilité avec l'expansion du Customer Carbon Footprint Tool, CCFT. Découvrez également comment France Télévisions s'est préparé au JO 2024 avec AWS, et puis les nouveautés en gestion de capacité EC2. Comme d'habitude, un épisode à ne pas manquer pour rester à jour sur les dernières nouveautés AWS. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormer. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir téléchargés, de nous avoir mis au creux de votre poche, au creux de vos oreilles pour partager ensemble les dernières nouvelles d'AWS, en tout cas une petite sélection des nouvelles parce qu'il y en avait 82 cette semaine, 28 qui n'étaient pas des expansions régionales, j'en ai retenu que 7 avec des nouveaux services, des services qui arrivent, des services qui partent, c'est le grand cycle de la vie des services, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, je vais vous expliquer tout ça, mais avant tout un blog post écrit par certains de mes collègues d'AWS France, Fabrice, Benoît et Sergio, qui expliquent comment France Télévisions s'est préparée à la diffusion des Jeux Olympiques 2024, les Jeux Olympiques de Paris, puisque France TV était la télé officielle. Ils ont suivi tout le parcours de la flamme et avec des régies déportées dans le cloud sur AWS et puis des régies dans le cloud sur AWS pendant tout le long des plusieurs semaines des Jeux Olympiques à Paris. On a un programme pour aider les clients qui s'apprêtent à faire face à des événements critiques comme ça. Ça s'appelle AWS Countdown, le décompte. C'est un support spécial qu'on peut donner à certains clients pour se préparer à des grands événements. J'en avais déjà parlé dans le podcast AWS en français avec un autre groupe de télévision bien connu en France qui s'appelle TF1 avant la Coupe du Monde de football. Ben ici, c'est la même idée. C'est travailler avec les équipes AWS en amont pour s'assurer que votre architecture va scaler correctement en faisant des reviews d'architecture, en faisant des exercices. Alors, on parle pas que de la scalabilité aussi, on parle de la sécurité aussi. Et nos experts font toute une série de recommandations et vous accompagnent pendant la mise en place de ces recommandations. C'est un article assez intéressant pour voir comment France Télévisions, à l'aide d'AWS, a réussi à supporter ses objectifs en matière de publicité également, puisque c'était un des enjeux, c'était placer tous les spots de pub au bon moment et qu'ils soient bien vus par tout le monde. 100% de placement atteint, une audience avec 200 millions de vidéos vues et 320 millions d'insertions publicitaires qui ont été réalisées sur la plateforme AWS. Je vous laisse lire cet article. Côté des nouveautés, c'est pas toutes les semaines, mais il y a 2 nouveaux services complets et une amélioration majeure d'un service existant. Côté nouveaux services complets, c'est un peu niche, mais c'est lié à ce qu'on vient de parler avant, à l'insertion des spots de pub. Alors avant, on parlait de France Télé et des Jeux Olympiques. Ici, c'est plutôt l'insertion des spots de pub sur des pages web. Je sais pas si vous le savez, mais chaque fois que vous demandez une page web, le propriétaire de la page web, ou en tout cas celui qui l'exploite pour lui, va mettre aux enchères les encarts publicitaires qu'il y a sur cette page web, c'est-à-dire on va envoyer vos données de profil à des régies qui vont dire moi je mets autant de centimes pour montrer une pub pour mon client à cet utilisateur ou cette utilisatrice là. Donc les besoins de ce genre de plateforme, c'est évidemment de la scalabilité parce qu'il peut y avoir des pics d'audience, mais surtout de la réactivité, des latences extrêmement faibles, ce qui les pousse parfois à déployer du matériel et leurs applications spécifiques dans des data centers de colocation pour être au plus proche des vendeurs de pub pour que les enchères puissent se dérouler en quelques dizaines de millisecondes. Eh bien, AWS lance un service qui s'appelle AWS RTB comme Real Time Bidding, RTB Fabric. C'est un service entièrement managé pour ces gens qui sont dans le business de la pub, pour que les ad
tech, comme on les appelle, puissent se connecter avec leurs fournisseurs et leurs suppliers de pub, par exemple Amazon Ads, GumGum, Cargo, MobileFuse et tous ces noms que moi je ne connais pas du tout parce que je ne suis pas dans ce domaine-là. Donc en gros, c'est un service manager qui va connecter deux VPC, celui qui demande la pub et celui qui peut offrir la pub, de manière à minimiser encore une fois la latence entre les deux avec un pricing model qui va bien. C'est ma collègue chinoise Betty Zheng qui a écrit le blog post d'annonce. Si vous êtes dans ce métier-là, de vendre de la pub ou de faire des actions, des auctions, pardon, comment on dit en français, des auctions, des enchères de pub, allez regarder ce blog post, il est très détaillé, il y a des exemples de commandes que vous pouvez taper avec la ligne de commande pour lancer une enchère, pour recevoir le résultat d'une enchère. C'est un nouveau service AWS, vous inquiétez pas, vous le verrez pas dans les certifications de sitôt, à mon avis celui-là, il s'appelle AWS RTB Fabric. Celui-ci il n'est pas nouveau, c'est un service qui existe depuis quelque temps qui s'appelle le Customer Carbon Footprint Tool, le CCFT, qui est disponible dans la console depuis un certain temps et qui vous donne des informations sur votre consommation carbone, enfin sur la consommation carbone des services AWS que vous utilisez. Si vous êtes familier de la consommation carbone, vous savez probablement qu'il y a 3 scopes, le scope direct, ce qu'on consomme directement pour fournir le service, le scope indirect, ce que nos fournisseurs, comme les fournisseurs d'électricité, consomment pour vous fournir le service, et puis tout le scope indirect, c'est toute la supply chain, depuis la fabrication des serveurs jusqu'à leur recyclage. Et bien, depuis quelques jours, depuis le 22 octobre, donc depuis un peu plus d'une semaine pour être précis, le scope 3, donc la consommation indirecte, est également inclus dans la console. Je vais pas en parler trop dans cet épisode-ci, parce que je suis en train de vous préparer un épisode complet qui sera probablement là en janvier, où on parlera avec notre expert maison, Philippe de Maison, que vous avez déjà entendu dans le podcast. On parlera de cet outil, le Customer Carbon Footprint Tool, et de ce que ça veut dire pour vous, et de ce que c'est le Scope 3. Donc restez à l'écoute du podcast, ça sera pour le tout début de l'année prochaine. Encore un nouveau service. Décidément, on sent que re:Invent approche. re:Invent, c'est la conférence AWS à Las Vegas la première semaine de décembre, où il y a toutes les grandes annonces. Mais il y en a quelques-unes qui arrivent avant, comme celui-ci. Un nouveau service qui s'appelle Amazon EC2 Capacity Manager. C'est un dashboard qui permet de voir où vous en êtes dans votre consommation de EC2. Vous pouvez avoir de la consommation on demand, vous pouvez avoir de la consommation spot, vous pouvez avoir des réservations de capacité. Et quand vous avez tout ça sur plusieurs régions, voire plusieurs comptes, eh bien c'est un peu difficile de savoir exactement où on en est à travers toutes ces régions et tous ces comptes, et ça demande d'aller piocher à la main des données dans CloudWatch, dans les Cost et Usage Reports sur plusieurs comptes. Et bien Capacity Manager résout ce problème-là en vous donnant un dashboard unifié d'où vous en êtes dans votre consommation de C2 par rapport à vos réservations de capacité également, à travers plusieurs comptes et à travers plusieurs régions. C'est ça vraiment la nouveauté. Ça permet de voir également, de comprendre les causes de terminaison de spot, de savoir si on a réservé trop de capacité ou pas assez de capacité. Si vous gérez de larges flottes d'instances C2 sur plusieurs comptes ou sur plusieurs régions, allez jeter un coup d'œil à ce nouveau service qui s'appelle Amazon EC2 Capacity Manager. Des nouveautés AI également, avant de parler du service qui se retire et qu'on va arrêter. On va d'abord parler un tout petit peu d'AI avec 2 nouveautés très intéressantes côté Amazon Nova. Je parlais encore cette semaine avec des clients qui me disaient « Oui, mais est-ce que AWS a ses propres Large Language Models ?» Eh bien oui, on a Amazon Nova, c'est pas AWS, c'est Amazon, et ces modèles sont disponibles à travers Bedrock, et ils n'arrêtent pas d'innover. J'ai 2 exemples pour vous. Celui-ci me plaît particulièrement bien.
Ça s'appelle Amazon Nova Web Grounding. Vous savez qu'un modèle, c'est un modèle statistique. On rentre du texte d'un côté, il sort du texte de l'autre. Et donc, leur connaissance s'arrête au moment de leur entraînement et de l'ensemble des données qu'ils ont eu à ingérer. Si on veut des connaissances mises à jour, des connaissances plus précises sur des faits spécifiques, il faut passer par soit des agents, soit du RAG par exemple, pour amener de la nouvelle connaissance. Eh bien, un Nova Web Grounding, c'est en quelque sorte du RAG dans le modèle lui-même. C'est-à-dire, si on lui demande de faire une génération de texte recherché en utilisant Web Grounding, c'est une option dans l'API quand on appelle le modèle, il va faire des recherches sur le web pour trouver des sources de données et inclure ces sources de données dans la génération de réponses en vous donnant ces sources. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT récemment ou si vous avez déjà utilisé Perplexity, ben c'est exactement ce que ça fait. Sauf que pour faire ça, à la fois ChatGPT et Perplexity, ils ont dû écrire des agents qui vont eux-mêmes faire la recherche web. Enfin des agents ou des outils qui vont eux-mêmes faire la recherche web, donnent le résultat de la recherche au modèle pour la génération du texte. Et bien ici, tout est implémenté par le modèle lui-même, c'est-à-dire que dès qu'on lui dit de faire du web grounding, il va dans sa phase de raisonnement, donc il va se répondre à lui-même, il faut utiliser un outil, un system tool, un outil d'aller chercher sur le web, il va utiliser cet outil pour aller chercher sur le web, récupérer les résultats et vous donner le résultat, y inclut toutes les citations, donc les différentes URL qu'il a été utilisé pour générer sa réponse. Mais il va le faire tout seul, vous ne devez pas lui donner un outil ou coder un outil spécifique pour faire ça, et ça, je trouve ça quand même très chouette. Autre nouveauté avec Amazon Nova, c'est le Nova Multimodal Embeddings. Donc c'est un nouveau modèle dans la famille de Nova qui calcule des embeddings, des vecteurs qui portent de la signification, puisque deux vecteurs calculés sur deux textes qui parlent de la même chose seront proches l'un de l'autre dans leur espace sémantique, ce qui permet de faire des recherches sémantiques sur vos textes. C'est ce qu'utilise le RAG notamment pour trouver les documents qui sont pertinents par rapport à la question que vous leur posez. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau? Alors comme chaque fois que c'est un nouveau modèle qui sort, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus beau dans tous les benchmarks, mais il a quand même deux trucs qui sont super intéressants. D'abord, c'est un modèle multimodal, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les modèles d'embedding, souvent vous lui passiez soit du texte, soit des images, soit de la vidéo. Ici, vous pouvez un peu lui passer ce que vous voulez, du texte, des documents, des images, de la vidéo et même de l'audio. Et il est capable de donner un embedding, donc des vecteurs pour cela. Deuxième chose très intéressante, il va faire le chunking lui-même sur les gros morceaux de vidéo. Vous ne devez pas découper la vidéo, il va le faire lui-même en petits morceaux de 30 secondes. Ensuite, il supporte des contextes jusqu'à 8K, donc ça fait quand même des gros chunks qu'on peut lui donner dans 200 langues différentes, ce qui est assez intéressant également. Il est disponible évidemment sur Bedrock, vous pouvez l'utiliser avec les SDK Python et les autres, et vous pouvez utiliser aussi Amazon S3 Vector, qui est en preview pour le moment, pour stocker les vecteurs qui ont été créés ainsi par ce modèle. Ce sont des vecteurs qui vont jusqu'à 3K, hein, c'est assez volumineux aussi. Il a plusieurs tailles, 256, 384, 1024 qui était un peu la taille standard jusqu'à présent, et 3072 pour la taille des vecteurs de Amazon. Nova Multimodal Embeddings. Petite nouveauté comme ça en passant, qui va peut-être vous changer la vie, surtout si vous développez en serverless et surtout si vous développez sur Lambda. Le payload maximum qu'on peut passer à une fonction Lambda de façon asynchrone est multiplié par 4. Ça passe de 256K à 1 méga. Alors c'est quoi les fonctions Lambda asynchrones? Ben, c'est celles que vous appelez sans attendre de réponse. Typiquement les fonctions Lambda qui sont appelées par Amazon S3 quand il y a un fichier qui change ou qui est uploadé sur S3. Une fonction Lambda qui est appelée par CloudWatch, par SNS, par EventBridge, ou
par step function. Quand vous orchestrez différentes fonctions, et bien jusqu'à présent vous pouviez leur passer un payload que de 256K, maintenant c'est 1 méga, donc ça vous permet d'étoffer un peu vos applications serverless, vos applications step function, tout ce qui est event driven architecture, des applications basées sur des événements peuvent maintenant passer des contextes plus grands. Et je pense à des prompts de large language model, je pense à des signaux de télémétrie, des structures JSON relativement complètes pour de l'input ou de l'output de machine learning par exemple. 1 méga donc pour la taille des messages passés à Lambda. Enfin, je vous l'ai dit au début, il y a un service qui se retire, qui va être déprécié, que nous allons arrêter. C'est AWS X-Ray SDK. End of support à partir de 2027, donc vous avez quand même un an pour la migration. Donc la general availability va se terminer en février 2026, dans 3 mois. Pendant 1 an, le service sera en mode maintenance, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des mises à jour importantes, urgentes en matière de sécurité par exemple, mais il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. Et puis il y aura fin de support à partir de février, du 25 février 2027. Donc X-Ray, c'est ce service de télémétrie, d'observabilité qui vous permet de tracer un appel, par exemple, si vous voulez développer des microservices, de tracer un appel end-to-end depuis l'appelant à travers tous les différents systèmes, API, Gateway, Lambda, SQS, etc. et de suivre, de mesurer la trace d'un événement de bout en bout. C'est remplacé par un standard qui s'appelle OpenTelemetry. Tout le reste de l'industrie est en train de se déplacer vers OpenTelemetry, et donc on conseille à nos clients d'utiliser OpenTelemetry également. Alors la bonne nouvelle, c'est que nos services supportent OpenTelemetry, CloudWatch supporte OpenTelemetry, vous supportez, il y a des outils comme Application Signals ou Transaction Search qui permettent d'inclure vos données OpenTelemetry dans CloudWatch. On a une documentation également qui explique comment migrer de X-Ray vers OpenTelemetry. Il y a un OpenTelemetry SDK et il y a un AWS distro pour OpenTelemetry ADOT. Donc il y a des ressources, il y a plein de ressources dans tous les langages de programmation, Java, Python, JavaScript, .NET, Go, Ruby, pour les SDK en tout cas. Donc si vous utilisez X-Ray, vous allez devoir migrer sur OpenTelemetry qui est le standard de l'industrie, et les SDK et les daemons ne recevront plus que des critical bug fix en 2026 pour arrêter d'être supportés en 2027. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français, épisode 328. Mon Dieu, que le temps passe vite. La semaine prochaine, on parlera de platform engineering, si tout va bien. L'épisode n'est pas encore enregistré, mais c'est bien, c'est parti, c'est dans les tuyaux. Platform engineering et de shift down. On va vous expliquer tout ça. Ensuite, il restera encore 2-3 semaines, et puis ça sera Reinvent, où je suis en train de vous préparer des épisodes probablement quotidiens, du lundi au jeudi, peut-être du lundi au vendredi, avec des invités sur place pour débriefer les principales annonces qui seront faites pendant la conférence, comme je le fais depuis quelques années, déjà 5 ou 6 ans maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode, où on parlera donc de Platform Engineering. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.